Bienvenue donc à cette présentation autour de la cohérence entre la partie process, la partie PNID et plante 3D pour donc destinée à la tuyauterie industrielle. Je suis Alexandre Mialache, donc spécialiste technique plante, structure et data management chez Autodesk. Je suis basé à Paris. Et donc nous allons plonger plus en détail en fait dans cette présentation. Alors juste un petit mot en fait avant de se lancer sur le sujet qui nous intéresse ici. C'est le programme des webinaires pour la saison 2012-2013. Donc ça a commencé en octobre dernier avec une session sur la structure qui est disponible en ligne à l'adresse que vous pouvez voir ici. Et donc elle sera clôturée le 20 février. Les deux dates ont un petit peu changé, les deux dernières dates. Elle sera clôturée donc le 20 février avec une présentation autour des réseaux pour les installations industrielles. Alors, en introduction, donc, ce que j'ai essayé de prévoir ici, en fait, pour cette présentation, c'est bien sûr de vous donner une vue d'ensemble des différentes actions qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir une cohérence correcte au niveau d'un projet plante, donc en tuyauterie industrielle. Il ne s'agit pas de fournir une formation ou un guide complet sur l'administration des différents projets plantes. On va parler de quelques détails effectivement qui pourraient toucher à l'administration, mais c'est vraiment une vue globale, une vue d'ensemble, sans forcément rentrer dans les détails d'un administrateur de projet plante. Donc pour le public visé par cette présentation, bien sûr, c'est tous ceux qui découvrent en fait nos solutions Autodesk, donc avec les Plant Design Suite par exemple, et bien sûr, ça pourra également aider en termes d'approfondissement des utilisateurs réguliers de nos solutions, notamment d'AutoCAD Plant 3D. Alors au niveau de l'agenda, aujourd'hui, j'ai prévu donc plusieurs étapes, donc 6 étapes pour être précis, qui me paraissent très importantes lorsque on souhaite avoir quelque chose de cohérent en termes de projet. C'est tout d'abord l'organisation type du projet, donc ça c'est une réflexion à faire en amont. Lorsqu'on définit, on couche sur papier les différents besoins de l'entreprise sur des projets spécifiques. Également, donc, nous aborderons donc la partie 2D, la partie process, PNID, ainsi que la partie plante, avec les différentes actions, les différentes particularités, les pièges à éviter, quelques petits conseils autour de tout cela. Ensuite, les objets classiques AutoCAD et leur interaction justement avec la partie tuyauterie industrielle et tout ce qui s'en approche lors du travail sur les projets. Une étude de validation et de cohérence entre la partie 2D, process, PNID et la partie 3D. Et puis nous aborderons également en fait donc des questions un petit peu plus administratives au niveau de la gestion des catalogues et des spécifications et leur interaction notamment avec la partie 3D de tuyauterie. Et nous finirons par une petite séance de discussion avec une séance questions-réponses que nous pourrons développer. Alors, si nous nous intéressons tout d'abord à la pré-réflexion et à la préparation du projet. Il y a certains détails qui sont très très importants en termes d'organisation. Donc vous savez, si vous utilisez déjà AutoCAD Plant 3D 2013 sur vos projets, bien sûr qu'on va avoir une gestion par arborescence en fait des différents projets. Donc en gros ils vont être rangés dans des dossiers Windows, hein, donc préparés à l'avance pour avoir une bonne organisation. Et l'arborescence directement dans le logiciel va nous présenter ces différents dossiers Windows et bien évidemment les plans DWG qui sont inclus à l'intérieur, que ce soit de la 2D, du process ou que ce soit de la 3D. Alors, une bonne gestion de cette arborescence, donc ça c'est vraiment la première préparation au niveau des projets, couplé au deuxième point que vous voyez ici, à des droits d'utilisateur, donc réfléchis de manière cohérente également, vont permettre donc une gestion et un suivi tout au long du projet qui seront optimales. Il y a également une réflexion à faire, donc tout d'abord, peut-être même avant de faire cette arborescence, c'est de quelle manière on va découper le projet et de quelle manière
les équipes vont travailler sur le projet. Si on va découper ça par zone ou par métier ou coupler un petit peu les deux. Donc on verra un conseil, je dirais, la meilleure manière selon nous de faire. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'exemple le plus courant si vous voulez. Alors après, un autre détail également, donc au niveau du découpage, on va travailler avec des références externes, des XREF intelligents. Donc qu'il y ait intelligent, c'est qu'ils gardent l'intelligence en fait des objets plantes qui sont des objets paramétriques. Et une petite remarque sur la taille optimale d'un DWG plante 3D ici. En général, on se borne en fait entre 5 et 10 mégas pour un fichier DWG, pour la bonne et simple raison que des fichiers 3D qui dépassent par exemple 10 mégas vont avoir du mal à être gérés, notamment au niveau graphique, vous allez avoir du mal à tourner autour, etc. Donc le mieux c'est de bien découper les différentes zones de projet par métier par exemple, et de se contenir en fait dans cette limite de 10 mégas. Alors, beaucoup de choses autour de l'organisation type d'un projet que je vais présenter ici proviennent du livre blanc hein, qui est disponible en ligne sur la plateforme Plant Exchange. C'est un livre blanc en anglais que mon collègue Yann Mathieu a écrit, mais qui est très intéressant lors du déploiement d'un projet que vous pouvez trouver donc gratuitement à l'adresse que vous voyez ici sur la capture d'écran. Alors, donc les différents détails, rentrons un petit peu plus dans le détail au niveau de l'organisation. Parlons un petit peu de l'arborescence, dans Plant que vous pouvez voir ici donc sur la capture d'écran en haut à droite. Vous avez une arborescence en fait sur la partie gauche de la fenêtre qui présente tous les dossiers Windows comme je le disais tout à l'heure et les différents DWG contenus dans le projet. Alors, une arborescence Windows qu'on retrouve dans Plant 3D, ça je l'ai déjà dit. Tout ça, toute la préparation en fait de l'arborescence des différents dossiers en fait est réalisable à partir directement de Plant 3D puisqu'on peut choisir les chemins pour les différents dossiers et bien sûr les chemins lorsqu'on crée un nouveau DWG. Dans quel chemin on va pouvoir ranger tout ça. Également, nous pouvons copier les paramètres, donc on peut créer un nouveau projet donc à partir d'un projet existant ou en tout cas un projet je dirais par défaut qui constituerait une charte graphique de l'entreprise. Donc on copie la structure des différents dossiers Windows. Donc lorsqu'on crée un nouveau projet, ici sur l'image en bas à droite, en fait vous avez une case à coche qui dit copier les paramètres du projet existant. Donc là on va recopier donc en fait toute la structure des dossiers Windows du projet type, du projet de la charte graphique si vous voulez, de l'entreprise. Et également lorsqu'on crée un nouveau projet Plant, on se base sur un projet par défaut qui copie tous les autres paramètres, mis à part la structure des dossiers Windows. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible en fait de bien préparer une organisation, une arborescence en fait dans une charte graphique et de la recopier, de la répercuter en fait sur tous les autres projets qu'on aura traités. Alors, également, un autre aspect important de l'organisation, c'est bien évidemment les droits des utilisateurs. Donc ça, c'est une gestion classique hein, d'accès aux dossiers Windows. Donc bien évidemment, on pourra partager les différents fichiers dossiers pour des utilisateurs ou pour des groupes entiers. Donc ça, c'est vraiment le travail de la gestion informatique en fait dans l'entreprise. Et on pourra également donc au sortir des dessins isométriques qui sont des dessins d'exécution en tuyauterie industrielle, on pourra verrouiller ces dessins isométriques. Comme ça, la ligne de tuyauterie est également verrouillée puisqu'on considère les isométriques comme des documents finaux. Donc des modifications ultérieures aux isométriques sur les lignes de tuyauterie devront être approuvées en fait par la partie administration du projet. Alors, à chaque fois que je vais avoir ici donc quelque chose écrit en bleu clair de cette manière-là, en fait j'ai également une petite vidéo qui va illustrer tout cela, donc le fameux verrouillage des isométriques. Je vais vous montrer ça directement dans le produit ici. Donc nous sommes dans l'affaire Plant et donc sur ce dessin d'exécution isométrique de la ligne 1064 comme vous le voyez ici dans l'arborescence. Et ce que nous allons faire en fait c'est aller chercher cette ligne. Le plus facile c'est via le gestionnaire de données directement. Donc on va pouvoir aller chercher cette ligne 1064 soit en procédant avec un filtre, soit tout simplement en déroulant les différentes lignes de tuyauterie ici. Et puis à partir de ce tableau nous pouvons zoomer directement sur la ligne et la retrouver directement sur la partie 3D.
Et nous voyons un petit cadenas et un message, le numéro de ligne est verrouillé. Nous avons verrouillé le dessin d'exécution isométrique et donc le verrouillage se répercute bien sûr sur la 3D. Et donc une quelconque modification va requérir une validation de la partie administration du projet. Encore une fois, je le rappelle, les dessins isométriques sont censés être des dessins finaux, en fait, des dessins d'exécution. Au niveau du découpage, lorsqu'on organise un projet plan de 3D, on va présenter donc une des solutions possibles, comme je l'ai décrit ici. Alors, en général, le découpage est basé sur deux notions spécifiques. Une notion donc d'unité de process, donc en général qui va être conclu donc par un découpage en zone en fait, et puis un découpage par métier en général, donc des DWG par métier. Vous le voyez ici par exemple sur la zone 6 dans la petite capture d'écran, nous avons un découpage par métier, c'est-à-dire structure, équipement et ligne de tuyauterie, le piping. Une utilisation extensive des XREF est fortement conseillée. D'ailleurs, c'est la plupart de nos utilisateurs utilisent beaucoup ces différents XREF au niveau du découpage pour pouvoir découper donc différentes zones de tuyauterie par zone et différentes parties de l'installation industrielle et ainsi travailler. Chaque utilisateur travaille en fait sur sa partie. Voilà ce qui est conseillé en termes de découpage. Ensuite, les XREF que j'ai appelés XREF intelligents, bien sûr. Alors, l'intelligence, c'est donc, ce sont des XREF AutoCAD classiques. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici une gestion AutoCAD classique. En général, donc, on pourra utiliser soit la partie attachment, soit overlay. Et bien sûr, il est conseillé également, lorsqu'on on introduit des références externes dans un projet plante, de garder un chemin relatif. Donc vous voyez ici relative passe sur la capture d'écran en haut à droite, pour la bonne et simple raison que si nous avons besoin de déplacer le projet, ce sera bien sûr beaucoup plus facile pour retrouver les différentes références externes et qu'elles soient toujours attachées au fichier auquel on les a associées. Et l'autre petit détail au niveau des références externes intelligentes, et ici dans AutoCAD Plante 3D, c'est bien sûr le routage. C'est-à-dire qu'on pourra commencer une ligne sur un des DWG et un autre utilisateur pourra appeler ce même DWG en référence externe et continuer le routage de la même ligne. C'est-à-dire que entre deux DWG, les différentes informations d'intelligence d'objets paramétriques en fait sont transmises. Et on considère le projet dans sa globalité, hein. D'où cette recherche de cohérence, parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup de données différentes sur un projet plante. Donc pareil, un autre détail par rapport à ces différents XREF, on va pouvoir copier donc les fichiers, les dessins des WG d'un projet à l'autre, pourquoi pas. Ils peuvent être communs ou ne serait-ce que pour mettre en place une charte graphique. Eh bien, on vous propose, lorsque vous faites ce type de manipulation, de copier également les références externes, comme vous le voyez ici sur la capture d'écran à gauche. Et un petit rappel qui ne fait pas de mal, surtout même pour les utilisateurs avertis en fait d'AutoCAD Plante 3D, c'est bien utiliser le point d'insertion, l'origine en fait comme point d'insertion au niveau des XREF, justement pour qu'ils puissent garder cette intelligence-là lorsqu'on associe des fichiers externes, des références externes. Donc ça c'est vraiment un petit rappel en termes d'utilisation d'AutoCAD Plante 3D. Alors, le deuxième volet de la présentation va concerner donc la partie process, la partie PID en fait, avec quelques particularités qu'il faut également expliquer. Bien sûr, c'est l'unicité des étiquettes dans la partie PNID. Bien sûr, sauf pour les lignes de tuyauterie avec des renvois interfolio, hein, lorsqu'on a la même ligne de tuyauterie en fait qui figure sur plusieurs DWG, on insère ce qu'on appelle un renvoi interfolio qui permet de faire la connexion automatique et de garder la cohérence entre deux DWG différents comportant la même ligne de tuyauterie. Alors, la gestion automatique de ces renvois interfolio également, hein, en ajout, modification et suppression, vient renforcer cette notion de maîtrise de la cohérence en fait lorsqu'on travaille sur des projets plantes ou PNID.
L'unicité des étiquettes, vous voyez ici donc sur la capture d'écran une illustration, hein, donc deux composants d'une classe de dessin ne peuvent pas avoir la même étiquette, entrer une étiquette unique, hein, donc il le refuse catégoriquement en fait lorsque vous rentrez la même numérotation qu'une numérotation existante, sauf bien sûr donc lorsque vous créez deux lignes de tuyauterie par exemple qui sont destinées à recevoir un renvoi interfolio. Les renvois interfolio permettent également en fait déclenche également en fait une sauvegarde automatique des deux DWG qui concernent, comme vous le voyez sur la petite capture d'écran de droite, ce qui permet de garder automatiquement une cohérence également au niveau de la base de données, je dirais, et du dessin. Alors, pour illustrer tout cela, je vous ai préparé donc une petite vidéo ici. Donc, je trace donc une nouvelle ligne de tuyauterie sur mon plan PID, sur mon DWG PID. Je vais donc lui attribuer une étiquette, donc qui est censée bien sûr être unique. Donc, bon, je renseigne ici le diamètre nominal. Je renseigne également la partie classe de tuyauterie, spec, et éventuellement le service. Et puis un numéro existant, 1053, comme la ligne qui figure déjà plus haut. Donc c'était pour illustrer cette partie, c'était pour illustrer le fait qu'il refuse catégoriquement en fait de donner la même numérotation, tout simplement pour garder une base de données cohérente et ne pas avoir deux lignes qui s'appellent 1053. Ça évite les erreurs, hein, c'est en quelque sorte un garde-fou à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on aborde la question des différents renvois interfolio, donc je rappelle, renvoi interfolio, ça partage une même ligne en fait qui continue en fait sur plusieurs dessins. Donc par exemple la 1054 ici. On va voir de quelle manière va être géré ce type de modification. Alors si la nouvelle ligne que j'ai tracée ici, je vais vouloir lui attribuer le numéro 1054, ici vous allez voir qu'il refuse également en fait. Donc ce n'est pas seulement les données qui sont présentes sur les DWG, mais bien toutes les données globales du projet en fait qui sont cohérentes. C'est-à-dire que si vous avez une double numérotation sur deux DWG différents, et il ne vous laissera pas faire. Il y a également cette sécurité là. Donc il faut vraiment voir la base de données comme comme quelque chose qui concerne le projet global en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, lorsqu'on travaille en fait sur la partie PID et lorsqu'on va travailler pour préparer donc à insérer des renvois interfolio entre les différentes lignes de tuyauterie sur des WG différents, vous allez voir ici une illustration en fait de l'alerte qui va nous afficher. Donc, ce que je vais faire ici, c'est à titre d'exemple, c'est dessiner bien sûr une ligne de tuyauterie. Lui attribuer une étiquette, donc une étiquette qui est unique, hein, donc à ce niveau-là. Donc pareil, hein, on va remplir ces différentes caractéristiques sur ce tuyau et on va lui attribuer une numérotation donc spécifique, hein, 222 par exemple, comme numéro de ligne. Maintenant, je vais aller sur un autre DWG. Je vais également créer la ligne 222 en lui attribuant donc cette fameuse étiquette dont nous parlons depuis tout à l'heure. Voilà, on remplit les différentes caractéristiques et on l'appelle 222 également, on lui attribue la même étiquette. Et là donc nous avons un message en fait qui nous demande si c'est voulu d'avoir donné deux numérotations de lignes différentes ou pas. Ici nous avons souhaité répondre que nous avions prévu ce type de situation, donc nous avions besoin d'avoir ce numéro de ligne, et il suffira ensuite de venir insérer les différents renvois interfolio qui se comporteront de manière automatique. Mais il y a également cette sécurité-là, même si ici on ne vous interdit pas en fait de disposer du même numéro sur des DWG différents, en tout cas on vous avertit qu'il y a potentiellement un problème de cohérence. Alors, le troisième aspect dont nous allons parler au niveau du PID, c'est le gestionnaire des données que nous avons vu tout à l'heure lors d'une présentation en 3D, qui va nous permettre de visualiser et d'éditer les différentes données des bases de données.
bien sûr. On va pouvoir rechercher, donc ça aussi nous l'avons vu tout à l'heure à travers la vidéo en 3D, rechercher des éléments dans tout le projet entier et zoomer dessus, bien sûr, hein. Lorsque le projet est complexe, ça c'est très précieux comme fonctionnalité. Et également, ce gestionnaire de données permet donc un import-export Excel avec des rapports en import, donc comme vous le voyez ici sur la capture d'écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier certaines choses sur Excel et réimporter dans AutoCAD Plan 3D ou dans AutoCAD PID, bien sûr, et ajouter des nouvelles choses à la base de données avec toujours un historique en fait des rapports, des fichiers log qui sont créés dans le dossier de votre projet par rapport aux modifications provenant d'Excel ou d'un autre tableur. Alors, un des derniers volets que nous allons traiter autour du process, ça va être bien sûr l'adaptation des composants. Lorsque nous insérons un composant sur une ligne, et nous allons le voir sur la vidéo suivante, ces composants vont aller chercher les différentes propriétés de la ligne sur lesquelles ils se trouvent, hein. Donc il y a une grande intelligence par rapport à ce type de manipulation. Et bien sûr, ça garantit une cohérence et une maîtrise des différentes données. C'est-à-dire que les données sur une vanne, par exemple, seront forcément alignées sur les données de la ligne de tuyauterie sur laquelle la vanne est posée. Bien sûr, un autre exemple qui est assez courant, c'est le marqueur de changement de classe de tuyauterie, de spec, que vous voyez ici sur la capture d'écran. Celui-là aussi conserve donc bien sûr la cohérence entre les différentes spécifications données sur la ligne par l'utilisateur. Alors, regardons cette vidéo au niveau de l'adaptativité des différents composants que nous intégrons sur les lignes de tuyauterie. Donc là aussi, on dessine une ligne de tuyauterie de manière rapide. On renseigne ses différentes caractéristiques, donc un diamètre nominal, la classe de tuyauterie, une numérotation, donc on va l'appeler ici 300, enfin on va la numéroter à 300. Et lorsque nous allons par exemple intégrer une vanne ici, donc un clapet anti-retour en l'occurrence, vous voyez que je vais pouvoir numéroter cette vanne de manière à ce qu'elle soit en accord avec le projet. Et vous voyez que le sens d'écoulement du fluide conditionne également le sens de positionnement de la vanne. Si je modifie le sens d'écoulement du fluide ici, bien sûr, en faisant une déviation de flux, eh bien la vanne s'adapte également au bon sens d'écoulement. Lorsque je place un réducteur, de la même manière, si j'attribue un diamètre nominal différent sur une partie de la ligne, vous allez pouvoir voir que l'étiquette du réducteur se met également à jour. On passe de 14 pouces en 10 pouces ici. Donc, ce type d'opération garantit une très bonne tenue, une très bonne cohérence au niveau de la modélisation, que ce soit en 3D ou en 2D bien sûr. Et lorsque nous supprimons ce réducteur, on nous propose de conserver un segment ou l'autre. Donc là aussi, une sécurité à ce niveau-là, donc qui réduit grandement le risque d'erreur possible. Alors, un autre volet au niveau du process, c'est bien sûr la validation. Donc ça, c'est des opérations donc décidées par l'utilisateur qu'on va pouvoir effectuer sur les différents dessins, voire même sur un projet entier. Et donc vous voyez les paramètres sur la capture d'écran en haut à droite sur cette diapositive. Donc on va pouvoir vérifier en fait qu'il n'y a pas de différence de diamètre nominal entre les différentes lignes présentes sur votre PID par exemple, qui entraînerait une incohérence et des erreurs. Des lignes non connectées, des composants non connectés, des conflits dus au sens d'écoulement également. Donc toutes ces choses-là peuvent être vérifiées. Donc une fois que la modélisation a été effectuée ou en tout cas commencée. Le fichier DWG, le dessin lui-même, lorsqu'on lance une validation, il est bien évidemment protégé en écriture puisque nous ne voulons pas, lors d'une validation, avoir simultanément des changements sur le fichier qui pourraient fausser en fait les résultats de cette recherche de validation.
Et bien sûr, vous avez un résumé de cette validation sous forme de fenêtre. Permet de garantir, tout cela permet de garantir en fait un historique toujours à jour en fait des différentes manipulations qui ont été faites sur le fichier. Là ici par exemple, je vais essayer de valider ce dessin des WG. Donc lui, il va passer en revue toutes les données de la base de données, ainsi que du dessin, bien sûr, qui sont intimement liés, vous l'aurez compris dans AutoCAD Plan 3D ici. Et une fois la validation effectuée, on nous présente ce résumé de validation classé donc par catégorie, donc par exemple des renvois interfolios qui n'ont pas été édictés par exemple, et des composants non connectés. On peut également avoir un résumé un petit peu plus précis plus bas ici dans la fenêtre. Donc on peut corriger les différentes erreurs ou tout simplement les ignorer. À ce moment-là, les erreurs sont classées en fait dans les erreurs signalées comme ignorées. Si le fait par exemple de ne pas avoir étiqueté le renvoi interfolio est volontaire, cela pourrait être géré de cette manière-là. Ici par exemple, j'ai également une ligne qui n'est pas connectée, une ligne de tuyauterie. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, régler ce problème en la connectant et en relançant une validation rapidement. On me parle aussi du piquage sur l'équipement, bien sûr, puisque le piquage est bien seul ici. Il suffira éventuellement de continuer la ligne et les deux erreurs de validation qui sont proposées ici seront réglées de cette manière. Voilà, on pourra relancer la validation et normalement les erreurs devraient pouvoir disparaître à ce niveau-là. Voilà, les différentes erreurs ont disparu ou alors ont été réglées indifféremment par l'utilisateur. Ici, le dernier point, ça va être bien sûr donc renvoi interfolio, on l'a déjà un petit peu vu, mais vous avez ici des étiquettes, des étiquettes sur une partie instrumentation en fait qui sont superposées. On peut considérer cela comme un effet prévu en avance. Donc on peut ignorer ces différentes erreurs. Alors, l'historique du travail. L'historique du travail sur un fichier est géré de manière assez simple. Donc, juste en dessous de la fenêtre arborescence, lorsque vous travaillez sur AutoCAD PNID 2013, vous avez la possibilité donc de visualiser l'historique des différents utilisateurs Windows qui sont intervenus sur le fichier et l'état avec les différents cycles de révision 1, révision 2 que vous avez mis en place selon vos méthodes de travail. Voici une illustration de cet historique. Vous voyez ici donc en bas à gauche cet historique. On peut aller modifier les différents états que nous pouvons utiliser pour les faire correspondre aux différentes chartes. Et bien sûr, par exemple, j'ai attribué cette étape-là à la révision 1, par exemple ici. Alors, le troisième volet que nous allons aborder, ça va bien sûr être la partie 3D, donc tuyauterie 3D. Et peut-être commençons d'abord par parler des règles automatiques de nommage de fichiers, dont nous allons voir une illustration dans quelques instants. Sachez également qu'une attribution des calques selon des critères par exemple de diamètre nominal ou de numéro de ligne, des attributions de calques automatiques et une gestion des couleurs est également proposée lors de la configuration du projet. Donc ça, ce sont également des choses à mettre en place selon les chartes de l'entreprise, voire même du projet que vous utilisez. Alors passons
aux règles de nommage de fichiers. Donc ici aussi, dans la configuration du projet, nous pouvons définir, par exemple, nous avons défini ici 3 champs, donc zone, sous-zone et métier, donc avec des longueurs de caractères maximales. Hein. Donc on voit par exemple pour les zones, on ne peut pas mettre plus de deux caractères. Donc ça sera des choses, ce seront des choses importantes. Et lorsqu'on essaye de créer donc un nouveau dessin ici, hein, sur la partie 3D, on nous propose de renseigner la zone, donc encore une fois pas plus de 2 caractères, la sous-zone, et là j'avais verrouillé le maximum de caractères à 1, donc c'est pour ça que c'est apparu en rouge, et vous pouvez voir ici le nommage automatique du fichier, qu'on peut éventuellement remplacer à la main si le besoin se fait sentir, bien sûr. Donc le fichier s'appellera ER avec le séparateur A et structure. Donc toutes ces fonctionnalités vont, je pense, vont permettre de gérer de manière très correcte un projet Plante. Alors, également, comme nous l'avons vu sur la partie 2D Process, PID, vous avez des outils de validation, donc bien sûr des paramètres que vous pouvez activer ou désactiver au niveau de la 3D également. Donc vous pouvez voir ici sur cette capture d'écran que nous pouvons regarder les différents ports qui sont éventuellement déconnectés, des substituts, donc ce sont des choses qui n'existent pas dans les classes de tuyauterie mais que l'outil met de manière automatique par défaut, et on pourra revenir ensuite dessus et modifier tout cela en fonction d'une classe de tuyauterie qui a été enrichie, je dirais, selon les besoins. Voyons maintenant une illustration de cette validation en 3D. Donc on travaille encore une fois sur des projets existants, un document de tuyauterie ici donc, qui comporte de la structure par exemple en référence externe, et nous allons envoyer une validation en fait sur ce DWG. Vous voyez ici le résumé et les différents paramètres que nous avons pu voir sur la capture d'écran auparavant. Et lorsqu'on clique sur une des erreurs de validation remarquées, nous voyons ici que le T effectivement est déconnecté. Vous avez toujours ce voyant dans Plante 3D, ce voyant, la goutte d'eau en fait qui nous montre qu'il y a une déconnexion quelque part au niveau de la tuyauterie. Et également donc les substituts, hein, donc des pièces qui n'existent pas dans la spec mais qui sont mises par défaut sur la 3D pour pouvoir continuer à router. Et vous avez toujours le petit signe d'exclamation en fait qui nous dit que nous avons utilisé un substitut. On a la vérification en même temps dans le résumé de validation et également au niveau graphique hein, qui saute aux yeux ici avec le point d'exclamation jaune. Donc tout cela est bien sûr intimement lié encore une fois puisque le DWG et les bases de données sont liés. Alors, un autre aspect également, ce sont, si on attaque maintenant les équipements sur la partie 3D, ce sont les piquages sur les équipements. Lorsqu'on essaie d'insérer un piquage, donc on peut bien sûr ajouter tout un tas de piquages sur les équipements, qui soient personnalisés ou que ce soit des objets par défaut, en fait. Et lorsqu'on essaie d'ajouter un piquage, si ce piquage se trouve au même endroit qu'un piquage existant, nous avons ce type d'alerte-là, que vous voyez ici sur cette capture d'écran. On nous dit que plusieurs piquages partagent le même emplacement et que ce n'est pas possible de gérer ce genre de choses. On nous les désigne également, hein, donc c'est le piquage 3 et 4 ici en l'occurrence. Donc là aussi nous avons une sécurité à ce niveau-là pour ne pas avoir de superposition de plusieurs piquages sur un équipement. Alors, quatrième volet de notre présentation ici, ce sont les objets AutoCAD. Alors pourquoi lorsque nous validons un projet ou un DWG, nous avons également des validations autour des objets AutoCAD classiques, je dirais? Eh bien, tout simplement parce que ces objets peuvent être interprétés pour X raisons en fait comme des objets PID ou 3D, ou Plante 3D. Il arrive bien souvent que nous ayons des fichiers existants ou alors des fichiers provenant de collaborateurs en fait, qui ont travaillé avec d'autres solutions ou avec AutoCAD classique. Et on peut effectivement coupler des parties des installations industrielles AutoCAD dans Plante. Et nous ne voulons pas mélanger en fait les différentes modélisations qui ont été faites à partir de Plante
souvent, et les modélisations qui ont été faites à partir d'AutoCAD classique. Donc pour cela, nous avons des paramètres de validation qui permettent de vérifier que certains objets AutoCAD classiques n'ont pas été interprétés comme des objets PID ou plantes. Donc ça existe sur la partie process et ça existe également sur la partie 3D. Et la validation se lance et se passe exactement comme ce que nous avons vu en process et en 3D. Alors, un des derniers volets de notre webinaire aujourd'hui, c'est également la recherche de cohérence, et ça c'est une chose importante. Je vous avais dit que les bases de données sont communes, donc bien sûr au projet, et nous ici on va s'intéresser à la recherche de cohérence entre la partie process et la partie 3D. Alors, peut-être une des meilleures manières de travailler, c'est de modéliser les différentes lignes et vannes à partir des documents PID lorsqu'ils existent, bien évidemment. Vous avez la possibilité ici, comme vous le montre l'image, de sélectionner les différentes lignes de vos plans process et de récupérer bien sûr leurs informations en les dessinant en 3D de manière quasi automatique. Donc cela marche sur les lignes de tuyauterie et les vannes. D'autre part, nous avons une notion qui permet de travailler, d'améliorer, si vous voulez, cette cohérence entre la partie process et la partie 3D. C'est ce qu'on appelle le mappage, hein, qui se maîtrise, qui se paramètre dans la configuration du projet. Le mappage, qu'est-ce que c'est? C'est une liaison entre les données de la partie process, PID, et les données de la partie 3D. C'est-à-dire que nous allons pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, non seulement en modélisation, mais également à vérifier en validation. Puisque, vous l'aurez compris, on a déjà vu cette méthode de validation sur la partie 2D toute seule et sur la partie 3D toute seule. Et bien, cette validation existe également, en fait, pour vérifier la cohérence entre la partie process et la partie 3D. Et vous la voyez ici, en fait, sur la capture d'écran la plus basse, c'est vous avez une validation qui a fait une recherche de cohérence sur entre la partie 2D et la partie 3D avec le même style de message où on pourra aller zoomer sur les éléments qui nous intéressent et éventuellement intervenir dessus pour les modifier, pour corriger les erreurs si ce sont bien des erreurs. Alors les différents paramètres, vous les voyez ici sur la capture d'écran du bas de cette diapositive. Vous avez la vérification entre les modèles 3D et le dessin PID. Donc on va pouvoir regarder s'il y a des différences au niveau des étiquettes. On va pouvoir regarder s'il y a des différences au niveau des propriétés ou au niveau des équipements qui ne sont pas cohérents entre la partie 2D et 3D. Et avec des messages clairs, l'historique nous présentera la nature de l'erreur. Par exemple, ici, cet équipement comporte 2 piquages de plus que l'équipement correspondant sur le dessin 2D. Le dernier volet, afin de garantir en fait cette cohérence de projet, c'est le Spec Editor, donc qui nous permet d'intervenir sur les catalogues et les classes de tuyauterie que nous utilisons lors de nos projets plans 3D. Et je voulais faire un point au niveau des mises à jour. Alors, la mise à jour des spécifications des classes de tuyauterie peut se faire directement dans le logiciel, c'est-à-dire que en général, la personne s'occupant d'administrer le projet va faire des modifications sur ces différentes classes de tuyauterie, va les implémenter dans le dossier souvent commun sur le réseau sur lequel se trouve le projet, auquel les utilisateurs ont accès. Et les utilisateurs pourront faire directement dans le plan de 3D une mise à jour des spécifications utilisées. Et bien sûr, il est mis en place une sécurité. La spécification passe en lecture seule si elle est en cours de modification par l'administrateur, bien sûr. Donc ça aussi, ça va nous permettre de garder une cohérence entre la préparation des classes de tuyauterie sur laquelle est basé le routage des lignes de tuyauterie dans AutoCAD Plan 3D. Alors, un autre aspect important, donc, et ça c'est vraiment au niveau global du projet, c'est ce qu'on appelle la concaténation des différentes données qu'on va pouvoir alors soit extraire pour par exemple communiquer avec un outil de gestion de commandes, de matériel, etc.
ou tout simplement la construction, la phase de la construction elle-même. Alors, l'objectif ici, j'ai fait un petit exemple, l'objectif ici, c'est bien sûr la liaison des propriétés entre les différentes bases de données. Donc, on va partir donc sur cette méthode globale, on va partir sur une création de propriétés au niveau d'un catalogue qu'on va répercuter sur la classe de tuyauterie, sur la 3D, et puis enfin jusqu'à la phase d'exécution éventuellement, jusqu'au tableau figurant sur le dessin isométrique. Donc j'ai procédé à un exemple ici autour du code produit, par exemple sur ligne de tuyauterie. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute cette méthode, vous pouvez en utiliser qu'une partie. Des fois, vous pouvez rentrer des propriétés dans la classe de tuyauterie et la répercuter jusqu'à la 3D seulement. On va pas, il y aura des cas où on ne voudra pas forcément l'avoir sur le dessin isométrique. Mais ça présente de manière générale cette méthode-là. Alors, allons-y. Donc ici, je me trouve dans ce qu'on appelle le spec editor qui me permet de gérer les différents catalogues. Et je vais créer donc une propriété ici qui s'appelle item code, donc le code produit par exemple, qui pourrait être injecté directement dans un outil de gestion de matériel par exemple. Il suffirait que je renseigne la taille du champ, le type de champ c'est du texte. Donc ça c'est directement dans le catalogue sur un type de tuyau. On va l'enregistrer directement dans ce catalogue qui est un catalogue classique ASME. Voilà, on enregistre également le catalogue. Et une fois que nous avons fait ces manipulations, en fait, on va enregistrer donc ces différentes modifications dans la classe de tuyauterie, dans la spécification de tuyauterie, qui est d'ailleurs ouverte ici sur ma machine. C'est une CS300 c'est une CS300 tout ce qu'il y a de plus classique. Donc vous allez pouvoir trouver ici dans la spécification de tuyauterie le nouveau tuyau le nouveau type de tuyau que j'ai mis à disposition des utilisateurs. Dans la spécification de tuyauterie, je crée également la même propriété, donc encore une fois du texte avec une taille de champ, ce qui me permettra en fait de reprendre des informations renseignées dans le catalogue pour cette propriété de manière automatique dans ma classe de tuyauterie. Allons regarder rapidement où est cette propriété que nous venons de créer dans le catalogue. Elle est ici, item code, que vous pouvez voir ici. On va le renseigner, donc avec un certain code. Bon, ici c'est un code fictif, mais c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionnait. On l'enregistre dans le catalogue. Et l'idée, bien sûr, c'est de la retrouver dans la classe de tuyauterie, dans la spec, ce qu'on vient d'enregistrer ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en allant chercher les différents renseignements que nous voulions, en regardant les différentes propriétés qui sont présentes dans la classe de tuyauterie. Elle a été remplie à partir du catalogue 07555. Une fois la classe de tuyauterie sauvegardée, nous allons pouvoir passer à la 3D. Donc dans ce projet qui est bien sûr basé sur cette classe de tuyauterie CS300. Et si nous traçons, peut-être avant de tracer, on va aller créer la propriété également dans la configuration de projet. Donc il suffira d'aller dans le bon endroit en fait sur la partie tuyauterie, et on va ajouter une propriété qui va également s'appeler item code et qui permettra automatiquement en fait de lire ce qui a été renseigné au niveau du catalogue et donc de la classe de tuyauterie. Voilà. Nous avons créé cette propriété. Maintenant, nous allons pouvoir router effectivement en utilisant ce type de tuyau. On crée un petit routage très simple. Et lorsque nous allons voir les propriétés de notre tuyau, bien sûr, nous allons retrouver forcément la propriété item code que vous voyez ici. Voilà, elle est juste là, item code. en dessous de atelier et site. Pour l'instant, elle n'est pas renseignée. Elle n'est pas renseignée pourquoi? Parce qu'elle a été créée dans la partie 3D. Par contre, nous n'avons pas chargé les dernières modifications de la classe de tuyauterie. Donc c'est ce que nous faisons ici. Et vous voyez que c'est répercuté de manière automatique 07555 au niveau de l'item code. Et j'ai également un historique en fait de la mise à jour des classes de tuyauterie par l'utilisateur.
Bien sûr, alors je n'ai pas déroulé la démonstration jusqu'à l'isométrique, mais ce code article, on pourra le répercuter jusqu'au tableau récapitulatif des dessins isométriques d'exécution pour la tuyauterie. Exactement de la même manière. Donc on aura bouclé la boucle en fait en partant du catalogue et en finissant sur les documents d'exécution en répercutant notre propriété que nous avions créée. Voilà, tout ceci en fait boucle un petit peu cette notion de cohérence et ma présentation.